Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Comme vous l'avez vu au titre, on va essayer de comprendre ce qu'est le grand répulseur avec la question de Nicoloa. Est-ce que tu pourrais nous parler du grand répulseur ? Salut Nicoloa. Les structures de notre univers local sont composées de zones de forte densité, comme le superamas de Chapley ou le grand attracteur, et de zones de vide. À grande échelle, cela donne à l'univers l'apparence d'une sorte d'éponge, où les zones denses sont reliées par des filaments. En 2017, on a découvert dans notre univers local une de ces zones de vide, qui a été baptisée le répulseur du dipôle. Le mot répulseur peut donner l'impression d'une force qui repousse la matière, mais il s'agit plutôt d'un déficit gravitationnel. Si la matière était uniformément répandue dans l'univers, on pourrait s'attendre à ce que l'énergie noire disperse toute cette matière uniformément. Mais si on créait une zone de vide dans cette matière uniforme, alors les espaces adjacents seraient repoussés d'elle, car les forces gravitationnelles exercées sur eux seraient déséquilibrées. Il y aurait d'un côté de la matière et donc de l'attraction gravitationnelle, et de l'autre du vide, donc pas d'attraction. On verrait ainsi la matière accélérer dans la direction inverse du vide. C'est pour cette raison que les surdensités de l'univers agissent comme des aimants, alors que les vides agissent comme des repoussoirs. L'univers primordial semble avoir été soumis à de minuscules fluctuations de densité qui sont depuis amplifiées par ce phénomène. Comme vous pouvez le voir sur cette frise, la matière semble de plus en plus se concentrer le long de superamas et de filaments galactiques, tandis que les vides deviennent au contraire de plus en plus grands. Essayez un peu d'imaginer une civilisation installée autour d'une étoile vagabonde qui a été expulsée vers un de ces vides. Je ne sais pas si une telle situation est possible, mais on doit se sentir bien seul. On enchaîne avec la prochaine question et un peu de science-fiction. Il faudrait combien d'êtres humains au minimum pour créer une nouvelle civilisation, sans trop de consanguinité ? Bonjour Aenarion. Combien faut-il d'humains pour repartir de zéro ? La question a été posée à de multiples reprises par les partisans de la colonisation spatiale, ou ceux craignant un effondrement de la population sur Terre. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier est en effet génétique. Il faut pouvoir assurer une diversité suffisante pour que les effets de la consanguinité soient minimes. Le concept de population minimale viable est très étudié par les biologistes, notamment pour la sauvegarde des espèces en voie de disparition. Pour les espèces vertébrées, il semble qu'il faille entre 4000 et 5000 individus pour assurer une chance de survie de 99% sur les 1000 prochaines années. Il est cependant possible de descendre plus bas si on accepte de limiter la diversité génétique et de subir les effets de consanguinité. Quelques centaines d'individus semblent alors suffisants. Pour des humains, il est même possible de viser encore plus bas en contraignant le choix des partenaires pour la reproduction. Il est alors probablement possible de descendre à une population minimale viable de 150 individus. C'est du moins ce qu'a théorisé l'anthropologue John Moore en 2002. Cette population a cependant des marges de manœuvre très restreintes. Quelques morts accidentelles ou infertilité pourraient suffire à déclencher l'extinction. Un autre facteur à prendre en compte est par ailleurs celui des connaissances. On imagine que si l'humanité se lance dans le voyage interstellaire, c'est qu'elle a atteint un niveau de développement très important. Sa technologie repose donc sur des connaissances très pointues, qu'il faut pouvoir transmettre et entretenir. 150 individus paraissent ici bien peu nombreux. Une nouvelle civilisation aurait donc probablement besoin de millions d'individus. Ce qui signifie que la colonisation d'une autre planète serait forcément l'affaire de vaisseaux immenses ou très nombreux. Dans le cas martien, c'est la deuxième option qui est envisagée par SpaceX avec le Starship. Pour la prochaine question, direction la Lune pour voir un drone japonais un peu particulier. Pourriez-vous nous parler plus en détail de Soraku, le mini-drone lunaire japonais ? Bonjour Loris. L'exploration lunaire est en pleine effervescence et les idées pour améliorer la mobilité des engins sur notre satellite se multiplient. On a déjà parlé de la sonde chinoise Chang'e 7, qui embarquera une sorte de petit drone bondisseur qui sautera dans et hors des cratères. Côté Japon, on compte revisiter le concept du rover en s'inspirant d'une balle de baseball. C'est à peu près comme ça qu'on pourrait décrire Soraku.
Ce robot ultra compact prend la forme d'une sphère de 80 mm de diamètre et 250 grammes. Il peut se séparer en deux hémisphères qui forment alors ses roues, tandis qu'une caméra peut être déployée entre elles. Il peut alors se déplacer en utilisant une espèce de crawl où ses roues sont légèrement excentrées, ce qui lui permet de progresser sur des pentes assez prononcées. Sa forme sphérique et son poids plume lui permettent d'être largué sans grands égards. Il pourra se déployer peu importe la position dans laquelle il atterrit. Il devrait cependant avoir une mission assez courte sur la Lune, ne disposant que d'une simple batterie. Sora-Q devrait être lancé avec Slim, la première mission japonaise visant la surface de la Lune. Si tout se déroule bien, cette dernière devrait avoir lieu cette année. Elle permettra de démontrer un atterrissage de précision, un exercice dans lequel la JAXA s'est illustrée sur des astéroïdes. C'est l'entrée d'un tube de lave qui est visée. Si l'atterrissage est suffisamment proche, Sora-Q pourrait éventuellement être utilisé pour le visiter, ce qui promet des images spectaculaires. La technique d'atterrissage de précision de la JAXA pourra ensuite être utilisée pour viser des objectifs d'un gros intérêt scientifique mais difficile d'accès. Elle pourra aussi éventuellement servir dans le cadre de l'établissement d'une base lunaire, si le programme Artemis parvient à remplir ses objectifs initiaux. On reste dans le thème lunaire avec la prochaine question de Yannick. Comment seront les propriétés entre USA, Chine, Europe et Inde sur la Lune? Entente et entraide cordiale ou premier arrivé, premier servi? Bonjour Yannick. Le droit et la coopération sur la Lune sont un des sujets épineux qu'il va falloir construire au cours de la décennie. Les États-Unis et la Chine, les deux principaux acteurs du retour lunaire, sont comme vous le savez, nichés dans une sorte de guerre froide. Sur le plan spatial, il n'y a aucune coopération entre les deux nations rivales. Elles sont toutes simplement interdites côté américain. L'Europe, qui collabore encore des deux côtés, pourrait éventuellement se trouver un rôle de pont entre les projets chinois et américains. C'est un peu l'esprit qu'on retrouve derrière l'initiative Moon Village. Cette dernière propose de colocaliser les différentes initiatives pour que les uns et les autres puissent profiter des synergies et éventuellement se porter secours en cas de problème. Bon, pour le moment, Moon Village est un peu un vœu pieux, mais l'idée pourrait se concrétiser par la force des choses. En effet, Artemis et le programme chinois visent tous les deux le pôle sud lunaire. Il est donc possible que les deux puissances se retrouvent avec des bases à quelques encablures l'une de l'autre. En cas de pépin, d'un côté ou de l'autre, il faudrait rapidement décider si on accepte l'aide de l'autre camp ou non. À 380 000 km de la Terre, les options seront de toute manière très réduites. Pour ce qui est de la propriété, le traité de l'espace de 1967 interdit déjà aux États de s'arroger des parcelles de Lune ou d'un autre corps céleste. Les USA aimeraient cependant bien établir un cadre qui permette notamment l'exploitation par des entreprises privées des ressources spatiales. C'est un des points d'accroche des accords Artemis, qui sont en train d'être signés par un grand nombre de nations occidentales. Concrètement, il faudra probablement attendre d'être sur le terrain pour voir comment les choses se passent. On va terminer cet épisode en prenant le commentaire de Scott qui va nous permettre de parler de Capstone. Un peu dommage pour Rocket Lab qui devait lancer Capstone en juin. Bonjour Scott, on déterre ce commentaire vieux de plus d'un an pour saisir l'opportunité de parler de Capstone. Le 28 juin, une fusée Electron de Rocket Lab a décollé depuis la Nouvelle-Zélande. Malgré le poids plume de ce lanceur, elle emportait sous sa coiffe une mission lunaire de la NASA, Capstone. Ce CubeSat de 12 unités est pour le moment toujours en orbite terrestre. Il va lui falloir 3 mois pour rejoindre notre satellite. Sa mission consiste principalement à tester l'orbite qui est prévue pour la Gateway, la nouvelle station que l'agence spatiale américaine et ses partenaires veulent placer en orbite lunaire. Il testera également une nouvelle méthode de positionnement en évaluant sa distance avec la sonde LRO. La mission va donc essentiellement servir de démonstration technologique pour soutenir la suite du programme Artemis. Pour Rocket Lab, il s'agit de la première mission vers l'espace profond, au-delà de l'orbite terrestre. Cela est notamment permis par le Kickstage Photon, qui signe ici sa première mission opérationnelle. Cette espèce d'étage supérieur très versatile est capable de propulser quelques dizaines de kilos sur des trajectoires interplanétaires. Il offre ainsi à la petite fusée Electron des capacités qui étaient jusqu'ici hors de portée des micro-lanceurs.
Peter Beck, le patron de Rocket Lab, espère que Photon va permettre de mener des missions vers la Lune et vers Vénus. C'est en tout cas une nouvelle occasion de s'apercevoir du potentiel du format CubeSat pour l'exploration du système solaire. Dans les mois qui viennent, la Lune va être assaillie par ses petites boîtes à chaussures. La mission Artemis 1 va en livrer une dizaine, qui seront accompagnés par des atterrisseurs et autres micro-rovers du programme CLPS, ainsi que par des missions japonaises, coréennes et russes. La mission de Capstone devrait pour sa part durer 6 mois, si la stabilité de l'orbite très particulière de la Gateway a bien été estimée. Voilà, cet épisode touche déjà à sa fin et j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.